La maladie de Huntington est neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle touche le cerveau en lésant progressivement les fonctions nerveuses. En fait, elle affecte non seulement les fonctions motrices, mais également les fonctions cognitives. Il est d'ailleurs pertinent de savoir que la maladie a longtemps porté le nom de chorée de Huntington, terme chorée qui signifie danse, d'où les nombreux mouvements involontaires qui accompagnent le lot de symptômes. La maladie provoque la destruction de cellules dans des régions précises du cerveau qui sont directement liées au contrôle des mouvements. Ce trouble neurologique mène inévitablement à l'incapacité et éventuellement à la mort. Le niveau d'atteinte diffère d'un individu à l'autre. En 1993, les chercheurs ont pu identifier le gène Huntington responsable de la maladie. La mutation de ce gène provoque la production excessive de la protéine Huntington, entraînant la mort des cellules nerveuses. Les régions atteintes sont les ganglions de la base, plus particulièrement le striatum et ultimement le cortex cérébral. Ce trouble neurodégénératif est héréditaire. Le gène de la maladie d'Huntington est à caractère dominant, ce qui signifie que lorsqu'un parent est atteint, chaque enfant a 50% de risque d'hériter du gène responsable de la maladie. Toutefois, il s'agit d'une maladie plutôt rare. On dit que mondialement, 2,7 personnes sur 100 000 en sont atteintes, dont 10 personnes sur 100 000 au Canada. Elle affecte tout autant les hommes que les femmes. La maladie frappe surtout les adultes. Les symptômes ont une tendance particulière à se manifester dans la mi-trentaine. La forme juvénile est une exception à la règle et représente de 5 à 10 % des cas répertoriés. Il faut également savoir qu'en moyenne, la mort survient une quinzaine d'années après l'apparition des premiers symptômes. On divise généralement les symptômes de la maladie de Huntington en 3 grandes catégories, soit les troubles physiques, cognitifs et psychologiques. Les troubles physiques sont caractérisés entre autres par la présence de mouvements involontaires, d'un trouble de l'équilibre, d'un manque de coordination, de troubles au niveau de la parole et de la déglutition. Les problèmes cognitifs sont définis par des troubles au niveau de la mémoire, de l'organisation, de la planification, de l'attention et du jugement. Finalement, les atteintes psychologiques sont quant à elles caractérisées par la présence de dépression, d'anxiété, d'irritabilité et de changement de la personnalité. Les symptômes de la maladie évoluent à travers 3 stades cliniques. Au stade initial, lorsque les symptômes de la maladie deviennent visibles, il est possible de constater que la personne commence à produire certains mouvements involontaires avec ses pieds et ses mains. La personne devient plus nerveuse, ce qui la rend maladroite pour des tâches telles que l'écriture et la conduite automobile. La planification et l'organisation deviennent de plus en plus complexes, car la mémorisation est plus difficile qu'auparavant. À ce stade, les personnes atteintes sont toujours capables de travailler, mais leur niveau d'attention et leur jugement sont plus faibles, ce qui rend les tâches plus longues à réaliser. Ces éléments rendent les gens plus impatients et irritables. Il est fréquent d'observer des maladies psychiatriques apparaître comme la dépression. Au cours du stade intermédiaire, les symptômes progressent et deviennent plus prédominants. Les mouvements sont donc de plus en plus involontaires et saccadés. La tête, le cou, les bras et les jambes sont atteints. Il est certain que les occupations deviennent plus difficiles à réaliser. Le langage, les déplacements et la déglutition se détériorent. Les personnes sont encore capables de travailler et de faire leurs activités quotidiennes, mais elles commencent à marcher en titubant et n'articulent pas bien lorsqu'elles parlent. Au stade avancé de la maladie, les mouvements involontaires disparaissent pour faire place à la rigidité des membres. Il est maintenant impossible pour les personnes atteintes d'accomplir leurs tâches de la vie quotidienne. Elles ne sont plus capables de prendre soin d'elles-mêmes, elles éprouvent de graves problèmes d'élocution et, ultimement, elles doivent être alitées. La maladie est diagnostiquée suite à un examen neurologique, surtout dans un contexte d'histoire familiale de la maladie de Huntington.
il arrive que l'on ait recours aux tests génétiques pour confirmer le diagnostic. Il n'existe malheureusement aucun traitement spécifique qui puisse ralentir ou arrêter cette maladie de progresser. Plusieurs symptômes peuvent toutefois être limités par certains médicaments. Les exemples notables seraient des médicaments contre la dépression, l'anxiété et les mouvements involontaires qui apparaissent dans les différents stades énoncés. Cependant, les effets secondaires liés à la prise de tels médicaments sont souvent significatifs. Plusieurs recherches sont en cours, nous permettant ainsi d'acquérir de nouvelles connaissances au sujet de la maladie, des gènes en cause et des ondes cérébrales impliquées. Des chercheurs s'intéressent également à comprendre le fonctionnement de la protéine Huntington mutée responsable de la mort neuronale. Modifiée adéquatement, cette protéine permettra peut-être de ralentir ou d'arrêter la progression de cette maladie. Voilà un défi de taille pour les chercheurs et une lueur d'espoir pour les personnes atteintes. Des professionnels manœuvrant dans diverses disciplines soutiennent les personnes atteintes afin qu'elles puissent mieux tolérer leurs symptômes. Pour sa part, l'ergothérapeute sera sollicité dans l'évaluation des besoins et la prise en charge de la personne atteinte de la maladie dans son environnement afin de maintenir une autonomie optimale. Lorsque les premiers symptômes apparaissent, l'évaluation en ergothérapie sera nécessaire pour assurer la sécurité du client et celle de la population. Par exemple, la conduite deviendra impossible pour plusieurs individus et ce sera le rôle de l'ergothérapeute de poser le verdict d'incapacité à prendre le volant. La réalisation d'occupations simples deviendra un défi pour ces gens et l'ergothérapeute les aidera à travailler leur motricité fine à l'aide de diverses activités tout en adaptant celles-ci selon l'évolution de la maladie. L'ergothérapie peut aussi être utile lorsque la maladie n'est pas trop avancée, afin de proposer des techniques de travail et l'adaptation de l'environnement dans la vie professionnelle de la personne. L'aménagement de certains espaces sera aussi nécessaire afin de maintenir le client dans son foyer le plus longtemps possible. Les déplacements de la personne doivent être sécuritaires et réalisables malgré l'évolution de la maladie. Les escaliers, l'accès à diverses pièces de la maison ou les meubles peuvent tous devenir des obstacles. Les aides techniques comme la canne, la marchette et le fauteuil roulant peuvent être suggérées par l'ergothérapeute pour faciliter sa mobilité globale et la réalisation de ses activités quotidiennes. L'ergothérapeute peut conseiller des aides personnelles à la maison pour les tâches quotidiennes, domestiques et d'hygiène. Au stade avancé de la maladie, la personne atteinte n'a plus aucune capacité pour s'occuper d'elle-même, donc l'encadrement par des personnes aidantes dans toutes les sphères de sa vie est primordial, et ce jusqu'aux soins palliatifs. Alors voilà ce qu'est la maladie de Huntington et comment l'ergothérapeute peut intervenir auprès des personnes atteintes et de leur entourage. Created using Powtoon.